Voilà, merci de nous avoir invités. Je dis nous parce que je pense que si on a proposé qu'on ait une présidente de cette réunion importante, c'est par rapport aux liens et aux contacts qui existent avec la Belgique. On parle beaucoup d'Italie et de France. Je crois qu'il est important de savoir que même s'il n'y a pas des grands ténors en Belgique, il y en a dans ces deux pays, il y a dans notre pays tout un mouvement de réflexion très important et en lien avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé aussi en Italie autour de Franco Basaglia. Donc, je crois que c'est important de se rendre compte que même si on a l'image par rapport à l'Italie et à ce qui s'y passe, du pays qui a le plus de luxe psychiatrique par habitant, nous étions les avant-derniers, mais maintenant à changer de politique, et donc nous sommes les derniers, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions identiques à celles qui sont posées ici, entre autres dans cette question de la mise en parenthèse de la maladie mentale, de l'approche des personnes, qui s'est développée et fortement développée, entre autres dans le secteur ambulatoire, ou dans ce qu'on appelle des structures intermédiaires, qui se trouvent bien souvent installées dans des quartiers, dans toute une série de zones plus défavorisées de la région, par exemple, bruxelloise. Parce que moi, je suis psychiatre et je travaille dans deux de ces structures. Mais je me suis aussi rendu compte que certaines de ces structures s'étaient constituées au moment où il y a eu tous ces mouvements dont on parle aujourd'hui. Il y a entre autres une que je dirige qui s'appelle l'AGER, peut-être que vous connaissez, a été le lieu avec le mouvement alternatif de la psychiatrie, pas l'autre lieu, un lieu de débat où Franco Basaglia est aussi venu de bien d'autres. Donc je veux dire, en Belgique, il y a aussi tout un mouvement qui persiste. Il persiste entre autres autour d'une personne qu'ici vous connaissez bien, Yves Convor, de l'autre lieu. Je suis président aussi de cette association maintenant. J'ai eu l'honneur de présider après Michel Boulin, qui est aussi quelqu'un que je crois que vous connaissez bien ici et qui a vécu les mouvements qui se sont passés ici à Gorizia et à Trieste. Et cette entité est en train d'occuper une place dans la région bruxelloise, toujours occupée, mais je dirais plus importante. Elle grandit et est interpellée par énormément de structures. Je crois simplement, comme on l'a souvent dit, c'est qu'on ne mesure pas assez la radicalité du travail proposé par Basaglia et qu'on en prend que certains éléments. Et que donc, par rapport à une psychiatrie liée à l'hôpital et à la médecine liée à une vision trop ou très médicalisante des problèmes et qui a le pouvoir, on est évidemment un groupe relativement minoritaire. On est dans les quartiers, quand on réunit les gens de ces quartiers, on peut se retrouver plusieurs centaines de personnes à discuter autour de débats comme ceux que vous avez ici. J'évoquerai aussi le nom, vous connaissez peut-être à Liège, du centre Basaglia, qui vient de publier un travail collectif autour d'une manière de voir comment travailler ces questions-là dans un cadre de quartier ambulatoire, pas par rapport à l'asile ou par rapport à l'hôpital, mais par rapport à ce qui peut être travaillé ou fait, comment cela doit-il être travaillé dans le quartier. Je ne veux pas détailler ça, mais si hier je n'étais pas là, c'est aussi parce que j'étais au Parlement bruxellois, on a beaucoup de parlements en Belgique, pour débattre justement sur une question où on se rendait compte que dans les quartiers, comme c'était la loi l'a dit tantôt, dans la vie quotidienne des choses, il y a un mécanisme de spoliation, de ségrégation et d'inadéquation de notre type d'aide sociale amplifie une forme d'exclusion sociale et de précarité, et plus particulièrement en ce qui concerne les patients que nous suivons
régulièrement dans ce cadre-là. Et donc on se trouve devant une situation de plus en plus dramatique, je dirais, mais qui se voit différemment, parce qu'elle ne se situe pas non plus dans un univers clos, comme il a été fortement décrit ici, qui est l'hôpital. Et face à ça, il y a des hôpitaux qui se projettent vers l'extérieur, mais avec un modèle très médical autour de la question de la santé mentale. Ils élargissent d'ailleurs à toute une série de problématiques sociales, ce qui n'est pas sans conséquence. Mon propos au début, je me suis permis d'un peu parler, mais ce n'est pas tout à fait le sujet, et je ne suis pas orateur, c'était pour vous dire que la Belgique, et dans la Belgique, il y a toute une série de personnes depuis des années, bien avant que moi venant dans le travail en psychiatrie, qui ont développé et continuent de développer des questions où on établit dans le concret d'un quartier ou en lien avec la vie quotidienne des gens, des questions qui ont été soulevées, j'ai entendu ce matin. Je voudrais aussi remercier Mario Colucci et Pierangelo Vittorio et des tas d'autres à travers le CZ, mais eux deux nous ont particulièrement appuyés en venant débattre, discuter avec nous très régulièrement maintenant depuis quelques années, et c'est quelque chose qui nous permet d'affiner ce type d'action en Belgique, que j'espère nous allons pouvoir prolonger. Voilà, je vais d'abord passer la parole, puisque l'atelier de ce matin, c'est autour de affinité et correspondance. Et la première personne que je crois que tout le monde connaît, c'est Robert Castel, qui est sociologue et qui a écrit évidemment de nombreux ouvrages, s'est intéressé à la psychiatrie, particulièrement dans un travail avec Basaguière et des prises de position aussi, il va peut-être un peu nous en parler. Maintenant, il nous évoque plus des choses qui nous touchent directement avec ma petite présentation du début, vous comprendrez, qui touchent sur des questions de société, travail et protection sociale. Son livre, La métamorphose de la question sociale, c'est évidemment quelque chose qui avant d'autres, et depuis le psychanalyse, tout c'est cité, est quelque chose qui régulièrement fait référence dans notre monde psychiatrique, et je crois que c'est vraiment important de l'entendre à ce propos-là. Je lui cède la parole. D'abord, je remercie les organisateurs de cette rencontre pour leur invitation qui m'a beaucoup touché, et je disais que je remerciais les organisateurs de cette rencontre de leur invitation qui m'a beaucoup touché, et je me suis senti obligé d'accepter cette invitation par fidélité au passé, à la relation que j'ai eue avec Franco Basaglia et avec le mouvement qu'il a impulsé. Cependant, cette invitation comporte des pièges, celui de se complaire dans la nostalgie, dans la commémoration du passé pour le passé, en jouant le rôle d'un ancien combattant à la retraite qui raconte une histoire ancienne. Alors, bon, je ne peux pas échapper totalement à ce rôle, puisque c'est d'une certaine manière ce qu'on m'a demandé en me demandant de parler de ce qui me lie à Franco Basaglia, et je vais essayer de le faire en revenant rapidement sur les circonstances de notre rencontre, mais je ne voudrais pas m'en tenir à cet aspect beaucoup personnel, et dans un deuxième temps, je vais essayer de situer cette rencontre dans le cadre des années 1960, ce que signifiait alors une pensée critique et une pratique critique, d'ailleurs ce qui prolongera les propos qui viennent d'être tenus ce matin sur le contexte politique et social de l'époque, et aussi qui pourrait amorcer une réflexion sur ce qu'il en est aujourd'hui de cette posture que
Franco Basaglia a incarné d'une façon exemplaire, mais depuis les années 60, le monde a profondément changé. Les représentations que nous pouvons nous faire du monde ont également profondément changé, et sans doute ce que nous pourrions faire aujourd'hui change également. De sorte que, par-delà la commémoration du passé, il faut peut-être essayer aujourd'hui de repenser ce que peut être une posture critique et quelle pratique elle peut inspirer. Mais je commence d'abord par raconter les circonstances de cette rencontre avec Franco Basaglia. La première rencontre, ça a été à Paris en février ou mars 1968. Franco Basaglia était venu faire une conférence à l'hôpital Sainte-Anne, où ma femme, qui est psychiatre, travaillait, et je suis allé tout à fait par hasard à cette conférence, car je ne connaissais rien de lui, et il faut dire que cette conférence n'a pas été un succès, parce que dans le contexte français de l'époque, dominé par la psychanalyse, et en particulier par la psychanalyse lacanienne, parler de la maladie mentale en termes d'aliénation sociale ou de répression politique paraissait un petit peu grossier et archaïque aux esprits qui se croyaient raffinés. Et d'ailleurs, il y avait là un psychanalyste italien, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, et qui était vraiment désolé qu'un Italien puisse dire des choses aussi primitives sur la maladie mentale. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été complètement séduit, parce que d'ailleurs à l'époque, je préparais un travail sociologique sur l'histoire et les fonctions de la psychiatrie, et au fond, je comprenais que Franco Basaglia disait au niveau de la pratique ce que je croyais découvrir en analysant les textes fondateurs de la psychiatrie et la manière dont la psychiatrie fonctionnait dans la société. De sorte que j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait dans une autre circonstance de ma vie. Au mois d'août 1968, nous étions venus en vacances en Italie avec ma femme et nous avons loué une petite Fiat et nous sommes venus à Gorizia où Luciano Carino et Franco Rotelli étaient déjà présents. Et en discutant, nous avons découvert de profondes complicités. Par exemple, j'étais en train de publier à ce moment-là la traduction d'Asile de Goffman, la présentation, et en même temps, Franco et Franca Basaglia faisaient la même chose en Italie. Mais plus profondément, j'ai eu le sentiment que Franco Basaglia donnait une expression pratique indispensable au type de critique plus théorique ou plus académique de la psychiatrie que je m'efforçais de faire au même moment. Alors, je ne développerai pas cela parce que, bon, je connais bien la pensée et l'œuvre de Franco Basaglia. Je prendrai seulement une phrase de l'institution en négation qui me paraît bien résumer cette position dans l'institution en négation. Il y a cette phrase: la psychiatrie doit être considérée comme l'expression d'un système qui, jusqu'à présent, a cru pouvoir nier et abolir ses contradictions en les écartant, en refusant leur dialectique, en tentant de se tenir idéologiquement pour une société
sans contradiction. Si le malade mental est la seule réalité à laquelle il faut se référer, on devra s'attaquer aux deux faces de cette réalité, justement, ce qu'on pose. Le fait d'être un malade, avec ses problèmes psychopathologiques, et non pas idéologiques, mais dialectiques, et celui d'être un exclu, un stigmatisé social. Et Franco Basaglia n'a jamais nié la réalité de la souffrance psychique. Il était d'ailleurs très irrité lorsqu'on le qualifiait d'antipsychiatre. Il se pensait comme un médecin et il n'a pas non plus adhéré à une exaltation romantique de la folie qui était type de David Cooper ou Roland Land, mais il n'a pas oublié que le malade mental était aussi un sujet social ou un citoyen soumis à la violence à travers un traitement impitoyable et indigne de la société civilisée comme prétendait l'être l'Italie ou la France à ce moment-là. Et il a combattu toute sa vie cette contradiction jusqu'à obtenir l'abolition des hôpitaux psychiatriques en Italie et mettre en œuvre une entreprise de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire de réintégration des malades mentaux dans la communauté. Alors je ne vais pas développer ces points que vous connaissez aussi bien que moi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis entièrement reconnu dans ces objectifs et nous avons tout de suite lié une alliance forte. Nous avions d'ailleurs projeté d'écrire un livre qui se serait appelé La Mappa de la Vergogna, la carte de la honte, et qui serait une analyse critique de la psychiatrie en Europe. Et nous avons commencé à avoir quelques réunions, à travailler avec quelques personnes et à faire des interventions communes. Et ça a été d'ailleurs le noyau de ce qui s'est élargi ensuite pour devenir le réseau alternatif à la psychiatrie, qui a aussi accueilli des tendances plus spontanéistes, plus gauchistes, avec par exemple Félix Guattari, et il y a eu parfois des tensions, des conflits, en particulier lors de la grande réunion de ce réseau qui s'était tenu à Trieste en 1979, je crois. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours été du côté de Franco Basaglia et j'aurais voulu faire mieux connaître cette orientation en France, mais je dois avouer que je n'ai pas très bien réussi dans un premier temps, parce que la psychiatrie française croyait avoir deux principes de renouvellement, la psychanalyse et la psychiatrie de secteur, et n'avoir pas besoin de l'apport italien pour réaliser son argionamento. De sorte que l'influence italienne a d'abord été, en France, je crois, marginale, cantonnée à quelques jeunes psychiatres et internes avant de se renforcer quelque peu, mais comme vous, par exemple, vous pouvez dire sur ces points des choses plus précises que moi. Et en tout cas, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai toujours conservé ce lien très fort avec Franco Basaglia et une admiration pour son travail. Et la dernière fois, d'ailleurs, que nous nous sommes vus, c'était au Brésil, où nous avions été ensemble à Belo Horizonte, invités par des psychiatres progressistes qui s'inspiraient de Franco Basaglia, et nous nous sommes quittés à l'aéroport de Recife. Moi, je retournais à Paris et il allait à Rome, et il était très préoccupé d'ailleurs parce qu'il
qu'il allait prendre en charge la responsabilité administrative de la mise en place de la loi 180 qui devait être votée. En tout cas, même si ça paraît un petit peu sentimental, je dis que Franco Basaglia a été un grand ami qui m'a fait comprendre et vivre une forme de connexion, de complémentarité entre une critique pratique qui passait par des changements institutionnels et un type de critique plus théorique, plus académique que j'essayais de faire. Et ça a été une très belle époque de ma vie et je garde une grande dette envers lui et le fait que je sois tout seulement ici 40 ans plus tard, avec d'ailleurs ses collaborateurs qui étaient aussi ses amis et qui sont aussi des liens me fait plaisir. Cependant, bon, je ne voudrais pas m'en nuire à cette dimension, peut-être un peu trop personnelle, trop subjective, et poser la question des conditions qui étaient derrière cette attitude que nous avions dans les années 1960 et qui ont beaucoup changé depuis. Ce qui, je crois, d'ailleurs, prolonge les interrogations de tout à l'heure et qui vont sans doute aussi être prolongées par les exposés de la Santa Signorelli et de Philippe Cartier. Mais quel était le contexte, je ne dirais pas de 1961 à proprement parler, mais de ces années 1960, début des années 70, qui ont donné naissance à ces mouvements protestataires, d'ailleurs variés, qui ont concerné non seulement l'hôpital psychiatrique, mais aussi la prison, dans laquelle Michel Foucault s'est beaucoup inversé, le système scolaire avec la critique de formes de pédagogie autoritaire, l'entreprise avec la contestation des petits chefs, et plus généralement ce que l'on appelait à l'époque les luttes anti-autoritaires ou anti-répressives. Et il me semble que ce n'est pas faire injure à l'originalité de Franco Basaglia ou de Michel Foucault ou de Franck Fanon de les situer dans ce contexte qui marque aussi les conditions de possibilité de leur œuvre. Et je pense qu'il est utile aujourd'hui de faire cette mise en situation parce que le monde a extraordinairement changé depuis cette époque. Et, à vrai dire, nous ne sommes plus dans le même monde social qu'il y a 40 ou 50 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bon, j'ai schématisé beaucoup les choses, mais dans les années 60, nous étions à la fin d'un mouvement, mais nous ne savions pas que c'était la fin. Mais nous étions à la fin d'un intense mouvement de développement économique et social qui s'était déployé en Europe occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle souvent en France les 30 glorieuses, expression que j'aime pas beaucoup parce qu'il restait beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalités. Il y avait les guerres coloniales qui n'étaient pas glorieuses du tout, mais néanmoins, il y avait eu un intense développement économique et aussi un progrès social considérable qui avait fait une protection sociale étendue, une sécurité sociale qui couvrait la majorité de la population des pays d'Europe occidentale. Et dans les années 60, nous étions encore dans cette dynamique. Il y avait une croyance généralisée au progrès, la conviction que demain serait meilleur qu'aujourd'hui et que la société dans laquelle nous étions devait devenir plus juste, plus accueillante. Et il me semble que c'est dans ce contexte qu'il faut
replacer la critique sociale de l'époque, qui a d'ailleurs pris des formes diverses, avec souvent la prépondérance d'une référence au marxisme, voire à la révolution prolétarienne, mais pas exclusivement. Par exemple, Michel Foucault était assez anti-marxiste, mais je crois que ce qui nous inspirait, c'était la conscience d'une contradiction entre cette dynamique sociale progressiste et le traitement qui continuait d'être réservé à certaines catégories de la population victimes de formes de domination impitoyable. Et au premier rang desquels, il y avait des malades mentaux enfermés souvent à vie et dont le traitement évoquait davantage la barbarie concrète au Moyen-Âge que les idéaux démocratiques dont on célébrait au même moment l'avènement. Et je crois que c'était ça le noyau de la pensée critique et des pratiques critiques de l'époque, la conscience de cette contradiction et la volonté de supprimer cette contradiction qui nous paraissait en même temps l'expression d'une immense hypocrisie et qui affectait, comme je le disais, non seulement les malades mentaux, mais aussi les prisonniers et d'autres catégories de réprimés ou déçus. D'où le double thème, je crois, qui était lié, la lutte contre ces formes de domination qui s'incarnaient d'une manière particulièrement intolérable dans l'institution totale, l'institution totalitaire, que symbolisait l'hôpital psychiatrique, et on sait que Franco Basaglia a mené cette lutte toute sa vie avec opiniâtreté, mais il y avait un aspect complémentaire de cette lutte, la nécessité de mettre en place des pratiques de désinstitutionnalisation, de réintégrer ces exclus dans la communauté, car il ne suffisait pas, par exemple, de fermer les hôpitaux psychiatriques, ce que Ronald Reagan d'ailleurs faisait au même moment en Californie en jetant les malades à la rue. Il y avait un travail donc à faire pour établir des ponts avec l'environnement social, et de ce point de vue, ce qui a commencé à Gorizia et qui s'est épanoui à Trieste est, je pense, assez exemplaire. Mais là aussi, je pense qu'il faut ajouter que le contexte était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, en ce sens qu'il y avait une certaine confiance, nous avions un certain optimisme quant aux capacités d'accueil de la communauté, parce qu'il y avait à l'époque des mouvements démocratiques assez vivants, une tendance qui était assez populaire à cet affranchissement des vieilles contraintes, qui faisait penser que l'accueil des malades mentaux dans la communauté pouvait aussi être une cause politique. Et je rappelle seulement le rôle important qu'ont joué les volontaires, les non-professionnels, dans le travail de désinstitutionnalisation qui a été mené à Trieste. Ce qui ne veut pas du tout dire que ce travail était facile, mais il était au moins partiellement porté par une dynamique sociale. Or, je crois que c'est cette situation qui a assez fondamentalement changé depuis les années 60, et elle a non seulement changé, mais elle s'est, dans une certaine mesure, inversée sur le plan économique et social
d'abord, et aujourd'hui, il y a certainement pas grand monde, en France ou en Italie, qui pense, soit sûr, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est au contraire l'incertitude et la crainte qui prévalent. Alors, on ne vais pas déployer les conséquences de ce qu'on a commencé à appeler la crise au début des années 70, et il s'est avéré bien davantage qu'une turbulence passagère, comme on l'a cru dans un premier temps, en attendant la reprise. En fait, nous avons vécu une mutation profonde, une mutation du capitalisme. Nous sommes entrés dans un capitalisme plus sauvage que le capitalisme industriel et qui joue la concurrence exacerbée au niveau de la planète, pour ce qu'on appelle la mondialisation. Et apparemment, donc, nous nous sommes enfoncés dans cette crise et nous y sommes apparemment, d'ailleurs, d'une manière de plus en plus dramatique depuis, par exemple, le cataclysme financier de l'automne 2020. Alors, bon, je ne vais évidemment pas parler de cette crise, mais je note seulement qu'un de ces effets, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui décrochent, comme une partie de la classe ouvrière qui était autrefois intégrée et qui tombe dans le chômage, dans des formes de précarité, de travail partiel, fragmenté, etc., qui n'assurent plus l'indépendance économique et sociale des travailleurs, ou encore ces jeunes qui galèrent, comme on dit, à la recherche d'un premier emploi et qui vivent plus ou moins d'expédients. Autrement dit, donc nous ne sommes plus dans cette dynamique de progrès, et donc il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus une place reconnue dans la société. Et le risque de l'exclusion ne concerne pas seulement des catégories limitées et relativement marginales de la population, comme les aliénés ou les prisonniers. Il y a eu un élargissement des populations instables, vulnérables, en situation de souffrance sociale. Et je crois que parallèlement, il s'est produit aussi un deuxième changement qui est également important. Je disais que dans les années 60, nous avions une certaine confiance, un certain optimisme dans les capacités d'accueil de la communauté environnante pour réintégrer les individus en situation d'exclusion. Peut-être d'ailleurs que nous nous faisions en partie des illusions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et que en particulier sous l'influence du chômage, avec l'affaiblissement des droits sociaux, la mise en concurrence de tous contre tous, il s'est développé des attitudes de rejet au sein même des classes populaires, surtout à l'égard des populations d'origine immigrée, mais pas seulement. Et je crois qu'il faut prendre conscience, même si ce n'est pas du tout agréable, du fait qu'il y a aussi un racisme populaire qui s'est développé et qui alimente les positions d'extrême droite en France comme en Italie. De sorte que, on peut dire que la situation ne s'est pas seulement dégradée socialement, elle s'est aussi tendue politiquement, et qu'il y a aujourd'hui une conflictualité nouvelle au sein même, d'ailleurs, des catégories les plus défavorisées, ce qui en même temps est souvent orchestré par les pouvoirs politiques au nom justement de la recherche de la sécurité à tout prix. Et en tout cas, il me semble qu'on peut dire que les attitudes de rejet
à l'égard des personnes en difficulté se sont durcis et que l'environnement social pour les réintégrer à la communauté s'est dégradé. Et il me semble que nous avons à penser ces situations nouvelles qui ne sont pas la répétition de celles des années 1960. Et il me semble qu'une posture de critique sociale et la volonté de transformer la situation est au moins aussi légitime aujourd'hui qu'il y a 40 ans, parce que la société d'aujourd'hui est au moins aussi critiquable et que les inégalités, les injustices se sont creusées, mais il me semble aussi que cette critique et les actions de transformation doivent être repensées aujourd'hui dans ce nouveau contexte social et politique, et ce serait sans doute là la véritable fidélité à l'œuvre de Franco Basaglia. Parce que, bon, il y a des éléments de permanence dans la situation. Ainsi, les attitudes les plus réflexives à l'égard des malades mentaux n'ont pas disparu. Témoigne la loi récemment votée en France qui, au nom de la lutte contre la dangerosité du malade mental, impose des soins psychiatriques obligatoires même en dehors de l'institution hospitalière dans la communauté, mais il y a aussi le développement de formes nouvelles de souffrance psychique, qui sont aussi des formes de souffrance sociale liées à la dégradation des conditions de travail, à la remontée de la pauvreté, à la perte des supports nécessaires pour se conduire avec un minimum d'autonomie. Et il y a eu aussi, comme je le disais, une extension des populations stigmatisées qui sont l'objet des politiques sécuritaires. Alors, il n'appartient certainement pas de dire ce qu'il faudrait faire face à ces situations, mais je pense qu'elles sont des nouveaux défis que nous avons à affronter et qui sont dans le prolongement de ceux qui se posaient dans les années 60 et que Franco Basaglia avait su affronter. Et que être fidèle à son œuvre, c'est aussi se demander ce qu'il faudrait faire aujourd'hui dans cette conjoncture nouvelle. La liberté est thérapeutique. La formule me paraît encore vraie aujourd'hui, mais comment lui donner aujourd'hui un contenu actuel me paraît une question qui mériterait d'être discutée. Merci.